Nous allons à présent exprimer le vecteur vitesse dans le système de coordonnées cylindriques. Donc je rappelle que dans ce système de coordonnées, le vecteur position s'exprime comme ρ plus zk. Et la base de ce système de coordonnées, c'est euro, phi, k, c'est une base orthonormée directe. Alors comme je vous ai déjà indiqué avant, à chaque fois que vous notez une base, comme il est mobile, la première des choses donc à relever, c'est son vecteur rotation dans le référentiel R par rapport auquel on calcule la vitesse. Et par conséquent, donc dans le cas de la base cylindrique, le vecteur rotation, comme on l'avait démontré auparavant, c'est phi.k. Alors avant de commencer, je voudrais revenir, étant donné que l'on va avoir besoin essentiellement donc dans ce qui suit de la dérivée par rapport au temps de euro, donc dans R, je vais faire celle de euro et celle de phi, et comme k, il fait partie aussi de la base cartésienne, donc cette dérivée par rapport au temps est égale à 0. La dérivée par rapport au temps de phi, on va en avoir besoin pour l'expression de l'accélération dans ce système de coordonnées, et euro, on va en avoir besoin donc, pour l'expression de la vitesse. Alors, nous avions déjà démontré auparavant que d de euro, la dérivée par rapport au temps d'un vecteur unitaire, donc d'un vecteur unitaire, est égale au vecteur rotation de vecteur unitaire par rapport au référentiel par rapport auquel on calcule la dérivée vectorielle, le vecteur unitaire lui-même. Et par conséquent, je remplace oméga par phi.k et ça me donne donc la dérivée par rapport au temps de euro est égale à phi.k vectoriel euro. Et comme donc euro phi k est une base directe, ça veut dire que k vectoriel euro est égal à phi. Et donc je remplace k vectoriel euro par phi et le résultat de la dérivée de euro par rapport au temps dans R est donc égal à phi.phi. Dans la foulée, donc je calcule également la dérivée par rapport au temps du vecteur unitaire phi, donc dans R, c'est oméga vectoriel phi, qui est égal à phi.k vectoriel phi. Alors, k, donc k vectoriel phi, ne va pas dans le sens direct, puisque dans le sens direct, j'ai euro vectoriel phi est égal k, phi vectoriel k est égal euro, alors qu'ici, ce dont j'ai besoin, c'est k vectoriel phi. Et on sait que le produit vectoriel est antisymétrique, ça veut dire que k vectoriel phi est égal à moins phi vectoriel k. Et phi vectoriel k est égal à euro, et donc le résultat va être égal à moins phi.euro. K vectoriel phi est égal à moins euro. Et le phi point qui est là, donc me donne le résultat suivant. Alors une fois que l'on a essentiellement ce résultat, donc on peut calculer la dérivée par rapport au temps. Plutôt on peut exprimer donc le vecteur vitesse dans ce système de coordonnées. Alors je reprends la définition de la vitesse, je remplace OM par son expression dans ce système de coordonnées, donc ρ plus zk. Alors la dérivée donc du premier terme, c'est un produit, donc c'est la dérivée par rapport au temps de ρ fois euro, donc c'est ρ.euro, plus ρ fois la dérivée par rapport au temps de euro dans R, donc c'est ce terme-là, plus la dérivée de z par rapport au temps, donc c'est z point, donc fois k, plus donc z fois dk sur dt, la dérivée par rapport au temps du vecteur k. Et on avait dit que ça c'est égal à 0, donc ce terme-là s'annule. Ce terme-là c'est égal à phi.phi, donc je le remplace, et le résultat final de la vitesse de m dans R, dans ce système de coordonnées, donc est égal à ρ.euro plus ρ-phi.phi plus z.k. Donc je peux réécrire comme suit. Donc la première composante, selon euro, on l'appelle également la composante radiale, donc c'est ρ point. La composante selon phi, on l'appelle la composante orthoradiale, ortho perpendiculaire radiale, donc perpendiculaire à la direction de euro, étant donné que phi par définition est perpendiculaire à euro. Donc la composante orthoradiale de la vitesse, c'est ρ phi point, plus la composante selon k qui est égale à z point. Donc pour ce qui est du système des coordonnées polaires, nous avons vu que ce système de coordonnées est un cas particulier du système de coordonnées cylindriques dans lequel z est égal à une constante. Z est égal à une constante, ça veut dire que cette composante ne participe pas au mouvement, n'influe pas, donc le mouvement ne dépend pas de cette composante. Et par conséquent, ce que l'on fait, on fait un changement de référentiel de manière à ce que le plan XY devient confondu avec le plan d'équation Z est égal à une constante. Et par conséquent, le vecteur position OM, donc au lieu qu'il appartienne à un espace à 3 dimensions, cette fois-ci il appartient tout simplement au plan XY du nouveau repère. Et son expression est donnée donc
en fonction des coordonnées polaires par ρ, donc c'est comme si on laisse tomber en fait z. Ça, la base qui est associée à ce système de coordonnées, c'est euro, phi, donc c'est un sous-ensemble de la base de la base du système de coordonnées cylindriques, et par conséquent, et là le même vecteur rotation, ça veut dire phi.k. Alors on reprend, z est égal à une constante, donc ça implique que z point est égal à 0. Alors, étant donné que les systèmes de coordonnées polaires se déduisent des coordonnées cylindriques, donc on va partir de l'expression de la vitesse que l'on a établie pour les coordonnées dans le système de coordonnées cylindriques, connaissant que z point est égal à 0, donc ce terme-là va être égal à 0, et l'expression de la vitesse dans le système de coordonnées polaires se réduit à ρ point euro plus ρ phi point phi, que l'on peut résumer comme on l'a fait auparavant, donc à la composante radiale ρ point euro plus la composante orthoradiale ρ phi point. Nous allons maintenant exprimer le vecteur vitesse dans le système des coordonnées sphériques. Je rappelle que dans ce système de coordonnées, le vecteur position s'exprime comme R fois ER, et que la base de ce système de coordonnées, c'est ER, Eθ, Eφ, qui est une base orthonormée directe, et par conséquent ER vectoriel Eθ est égal à Eφ, et ainsi de suite. Comme c'est une base mobile, donc son vecteur rotation, c'est θ.Eφ plus Φ.k. Alors, je réexprime k dans la base sphérique de manière à ce que le vecteur rotation soit exprimé dans cette base. K est égal à cosinus θER moins sinus θ c'est ce qui est là. Je linéarise et je réarrange de manière à ce que le premier terme soit selon ER, le deuxième soit selon Eθ et le troisième soit selon Eφ, l'ordre de la base. Alors, ER, j'ai Φ point cosinus θ, il est là. En fonction de Eθ, c'est moins Φ point sinus θ, il est là, et θ point, selon Eφ, il est là. Et par conséquent, donc le vecteur rotation, c'est Φ point cosinus θ moins Φ point sinus θ Eθ plus θ point Eφ. Alors je vous rappelle, comme on avait fait pour le système de coordonnées cylindriques, étant donné que dans l'expression de la vitesse, on va avoir besoin de la dérivée par rapport au temps dans le référentiel R du vecteur unitaire E indice R, on applique l'expression que l'on utilise pour un vecteur unitaire, la dérivée par rapport au temps pour un vecteur unitaire, donc est égal à oméga, le vecteur rotation de ce vecteur unitaire, vectoré le vecteur unitaire lui-même. Je remplace oméga par son expression, ce qui me donne donc cette expression-là, vectoriel ER. Alors ER vectoriel ER, c'est 0. Eθ vectoriel ER, Eθ vectoriel ER. Comme la base ici est directe, Eθ vectoriel ER est égal à moins Eφ. Donc ça me donne, avec le moins, ça devient plus. Donc ça fait Φ point sinus θ Eφ. Et Eφ vectoriel ER, Eφ vectoriel ER est plus Eθ. Donc ça donne plus θ point Eθ. Alors revenons maintenant à l'expression donc de la vitesse. Je remplace le vecteur position OM par son expression dans ce système de coordonnées, ce qui me donne cette expression-là. La dérivée par rapport au temps d'un produit est égale à la dérivée par rapport au temps du premier, donc c'est R.ER, plus R fois la dérivée par rapport au temps du deuxième, c'est E.R. Or, E.R est égal à Φ point sinus θ Eφ plus θ point Eθ. Vous voyez bien que le fait de calculer la dérivée par rapport au temps en utilisant donc cette démarche, en utilisant le vecteur rotation, ça minimise le risque de faire une erreur. Et par conséquent, si je remplace ce point, donc la dérivée par rapport au temps de ER par son expression, donc ça me donne pour la vitesse donc cette expression-là que je peux récapituler dans l'encadré donc d'en bas. Alors la composante selon ER, donc c'est R point, plus la composante selon Eθ, c'est Rθ point, plus la composante selon Eφ, c'est R Φ point sinus θ. Et l'expression donc totale, c'est R point ER plus Rθ point Eθ plus R Φ point sinus θ Eφ. Maintenant, nous allons exprimer le vecteur vitesse dans un nouveau système de coordonnées que l'on appelle les coordonnées curvilignes, et dont la base qui lui est associée s'appelle la base de Freinet. Je vous en ai parlé d'ailleurs donc au début de ce cours, et maintenant on va les définir. Alors on considère un point matériel M qui se déplace au long d'une trajectoire que l'on note par C. Et on note la position initiale du point matériel, on la note par P. Et sa position à l'instant t, on la note par m de t. Et ce que j'ai mis ici en rouge, c'est la distance qui a été parcourue par le point matériel entre l'instant initial et l'instant t. Alors, traçons le cercle qui est tangent à la trajectoire au point M. Donc c'est ce qui est mis ici en bleu ciel. Ce cercle s'appelle le cercle osculateur, et le plan qui contient ce cercle, et par conséquent il contient également la trajectoire, s'appelle le plan osculateur. La question que l'on peut se poser, quel est l'intérêt de ces coordonnées? En fait,
Au lieu d'étudier le mouvement du point matériel dans l'espace qui nécessite 3 coordonnées, donc rappelez-vous que résoudre le problème, c'est retrouver les équations horaires des 3 coordonnées. Par conséquent, donc dans le problème, nous avons ces 3 inconnus. Les 3 coordonnées constituent les 3 inconnus. Donc au lieu d'étudier le mouvement du point matériel dans l'espace, on va l'étudier sur le plan osculateur. Et comme vous le savez, la position sur un plan est définie seulement par 2 coordonnées. Et donc du coup, on réduit le problème qui était au départ dans l'espace de 3 inconnus à un problème sur le plan à 2 inconnus. Et donc c'est ça l'intérêt en fait des coordonnées curviligne. Ça permet de réduire, de simplifier un peu le problème. Au lieu d'avoir 3 inconnus, on en a seulement 2. Et j'attire votre attention également que ce système de coordonnées, comme son nom l'indique, n'est approprié que lorsque la trajectoire est courbée. On veut le réduire à un problème à 2 inconnus. Alors maintenant, on va définir ces coordonnées curvilignes. Alors, la première coordonnée que l'on utilise pour repérer la position de M, c'est justement la longueur de la trajectoire qui a été parcourue, qui est mise ici en rouge. Alors, cette longueur-là, on l'appelle la corde. On l'appelle la corde PM et on la note par S. C'est donc la première coordonnée que l'on utilise dans ce système de coordonnées pour repérer la position du point matériel, donc c'est S. La deuxième coordonnée, c'est l'angle qui repère la position de M par rapport à une direction donc, de référence. Et cet angle, on le note par θ. Et par conséquent, les deux coordonnées S et θ sont appelées des coordonnées curvilignes. Nous allons à présent définir donc les vecteurs de la base de Freinet. Pour ce faire, considérons d'abord un déplacement élémentaire de M pendant un intervalle de temps infinitésimal dt. Ça veut dire que dt tend vers 0. Et par conséquent, S va varier de S à S plus ds, ds tend vers 0. Et θ va varier de θ à θ plus dθ, dθ tend vers 0. Si je représente ça graphiquement, donc M se déplace, sa nouvelle position est repérée par θ plus dθ et S plus ds. Et par conséquent, l'angle que j'ai ici c'est dθ et la corde infinitésimale que j'ai ici c'est ds. Alors on définit le premier vecteur de la base de Freinet par τ, c'est le vecteur qui est tangent à la trajectoire au point M, et comme le cercle est tangent également à la trajectoire, donc τ est tangent au cercle, et comme, alors je vous rappelle que la position de M, donc la position finale après le déplacement, comme le déplacement est élémentaire, elle est très voisine de la position initiale, et par conséquent en fait, vous avez le vecteur τ ds et le cercle osculateur et sont confondus, et on peut considérer que le ds et les parallèles, donc ds est complètement, plutôt τ est complètement tangent à ds. Le deuxième vecteur c'est la normale que l'on note par n. Alors la normale parce qu'elle est perpendiculaire à τ et sa direction et son sens c'est vers le centre donc du cercle osculateur. Et le troisième vecteur de la base c'est b. On le prend de manière à ce que la τ N et B soient une base orthonormée directe et par conséquent la direction de B elle est perpendiculaire au plan osculateur et son sens on le définit par la règle du tire-bouchon et par conséquent on voudrait que B soit égal à τ vectoriel N et par conséquent B, le sens de B il est sortant du plan osculateur. Alors donc τ, N, B constitue la base de Freinet. Alors maintenant pour pouvoir exprimer le vecteur vitesse dans ce système de coordonnées, nous allons avoir besoin du déplacement élémentaire. Et comme vous le savez, on l'a déjà défini auparavant, le déplacement élémentaire. Le vecteur déplacement élémentaire à son origine, c'est la position initiale. Et son sommet, c'est la position après le déplacement, la position finale. Et par conséquent, la longueur ds constitue tout simplement le module du vecteur déplacement élémentaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ds, le τ et le cercle, on peut les confondre et donc du coup on peut écrire que d de OM est égal à ds fois τ. Ça veut dire que τ c'est le vecteur unitaire dans la direction du vecteur de déplacement élémentaire. Et là nous avons tous les ingrédients pour donc définir l'expression de la vitesse du point matériel au point M. Je reprends la définition, c'est d de OM sur dt par rapport à R. Je remplace d de OM par ds fois τ, ce qui me donne cette expression là. Or ds sur dt ce n'est autre que s point τ. Et par conséquent l'expression donc de la vitesse dans le système de coordonnées curvilignes c'est s point τ, s étant la corde, c'est-à-dire la longueur tout simplement de la trajectoire, du bout de trajectoire parcouru par le point matériel entre l'instant initial et l'instant t.
Alors, une autre notion que l'on va utiliser dans la suite, le rayon donc, du cercle osculateur, ça s'appelle le rayon de courbure de la trajectoire. Alors, faites attention, si on prend un autre point et on trace le cercle osculateur, ce point-là, étant donné que la trajectoire, la courbure de la trajectoire change, donc le rayon du cercle change. Donc le rayon du cercle, en fait, il n'est pas constant si on parcourt la trajectoire.